OK, je vais l'enregistrer, ce truc-là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la maquette qui m'a été envoyée par Albert. C'est un fichier RVT. Puis quand on cliquait sur n'importe quoi, ben en fait, tout était bloqué, dans le sens où si on allait dans le tableau VV, ben, tout est en grisé. Le problème là-dedans, c'est que quand je regarde le gabarit de vue, ben, il y a un gabarit de vue qui a été fait par le bureau qui a émis cette maquette-là. Puis, ce gabarit-là vient faire en sorte que tout est verrouillé. OK? Donc, ce que j'ai mentionné comme petit truc hyper simple à faire quand ça arrive des trucs comme ça, le gabarit de vue gère la façon de voir la maquette, la façon d'allumer, d'éteindre les éléments. Donc, quand on crée un gabarit de vue, c'est pour dire, bon, cette vue-là, je veux qu'elle soit toujours représentée de la même façon. Donc, ça verrouille automatiquement le tableau VV standard qu'on utilise, nous, quand on fait nos vues pour dire, ah, ben moi, les murs, je veux les avoir en grisé, je veux éteindre le mobilier, etc. Donc, en appliquant un gabarit de vue, ben, ça vient barrer, verrouiller les visibilités puisqu'ils ont été établis par le gabarit. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allé dans mon tableau des propriétés. Dans le gabarit de vue, on voit VD projet 2 plan. Là. Ça, c'est un gabarit de vue qui a été appliqué à la maquette comme telle. Puis dès que j'ouvre le VV, c'est barré. Donc, je sélectionne mon gabarit de vue ici, puis je lui dis, j'en attribue aucun. Donc, si j'applique ça, maintenant, mon tableau VV est disponible, puis je peux allumer et éteindre tout ce que je veux et de façon systématique. On vous mentionne qu'effectivement, quand on reçoit des maquettes qui proviennent de l'extérieur, puis on dit, bien souvent, ça va être les architectes, les ingénieurs qui vont avoir établi les critères de base, bien, l'enveloppe du bâtiment, on ne veut pas qu'il soit éditable, on ne veut pas toucher à ça, bien, l'idée, ce serait de mettre tout simplement une petite punaise dessus, puis on verrouille l'enveloppe, puis on n'y touche pas, puis c'est tout. Au lieu de mettre un gabarit qui gère tout puis qui verrouille tout, bien, à ce moment-là, ça serait beaucoup plus facile pour l'utilisateur éventuel de rajouter son aménagement, allumer, éteindre, gérer lui-même la visibilité de ses pages de présentation. Est-ce que ça va? Oui, puis j'ai une autre question parce que tu sais, dans le fond, bon là, c'est sûr, il y avait beaucoup de vues là, que j'ai dû comme tout changer le gabarit, mais y a-t-il une manière de juste sélectionner tous les gabarits de vue puis juste dire, OK, ben je veux que ça soit ça là? En fait, sur chacune des fenêtres de présentation qui sont établies, on peut attribuer un gabarit d'emblée. Donc, c'est à nous d'aller le réajuster et puis mettre notre gabarit à nous ou ne pas en mettre. Il faut le faire de façon systématique sur chacune des OK, pages. ouais. Évidemment, là, toutes les feuilles étaient préétablies. On s'entend que Je toi, fais ça au début. oui, tu fais ça au début, mais on aurait très bien pu dire, OK, prenez la maquette, là, puis copiez-la dans votre gabarit à vous, puis faites vos mises en page vous-même. C'est parce qu'on vous a donné un dessin qui était passablement amorcé, puis peut-être pas qui correspondait aux besoins que vous aviez au final pour faire vos mises en page. Je pense en tout cas, ça, va falloir établir à un moment donné un petit protocole. Là, on est quand même au balbutiement, là, puis là, les cours commencent à l'intégrer de plus en plus là, dans le Revit, je parle. Là. Donc, il va falloir statuer sur qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on. Donc, voilà. Ceci étant dit, je ferme la parenthèse là-dessus. C'était pas le but du cours, là, mais c'était juste pour vous mentionner que oui, on peut aller, si jamais c'est verrouillé parce qu'il y a eu un gabarit de vue appliqué, ben, on peut aller le désactiver au besoin. D'accord? Merci. OK. Aujourd'hui, en fait, je veux faire un point d'ordre sur les étiquettes, les nomenclatures pour qu'on règle définitivement ces applications-là. On va parler évidemment du plan de plafond réfléchi, puis du bordereau de porte. OK, donc ça, c'est le mandat pour aujourd'hui. Pour les correctifs de la phase préliminaire,
j'ai 90% du groupe ici de corriger. Je vais vous envoyer un lien. Je fais une vidéo sur chacune de vos maquettes. Ça génère des fichiers relativement gros. Donc, je vais les mettre dans OneDrive, puis je vais vous donner le lien direct à votre capsule vidéo. Donc, vous allez recevoir un MIO là, distinct pour chacune d'entre vous. OK? Donc, ça s'en vient. C'est en train de se terminer, de se peaufiner pour que vous ayez accès à l'information. Donc, ça va? Oui, merci. OK. Je vous ai mis aussi dans OneDrive un bordereau de porte à jour avec le bordereau de quincaillerie. Donc, c'est du texte, le bordereau de quincaillerie, on s'entend. Donc, je vous ai fait le texte que vous aurez à tout simplement copier-coller dans votre mise en page, soit sur votre plan de construction si ça rentre, sinon une feuille annexe. Hein. On s'entend que la page de construction, c'est peut-être celle qui est la plus chargée à venir jusqu'à maintenant. Si le tableau de porte, les élévations de porte ne rentrent pas sur la page, bien, on se fait une feuille annexe dans laquelle on va avoir le tableau, les spécifications et les élévations de porte. Et même éventuellement, graphiquement, on peut faire des coupes sur ces portes-là pour montrer les cadres aussi. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de le faire. OK? Donc, si vous regardez dans OneDrive, là, dans PEDEX 2, vous allez avoir un petit onglet pour bordereau de porte. C'est un RVT, hein, donc que vous ouvrez. Donc, vous l'ouvrez sur votre poste, puis vous faites tout simplement copier-coller le tableau dans votre jeu de plan, puis le bordereau de quincaillerie aussi. Vous allez pouvoir le copier directement sur votre mise en page appropriée. OK? Donc, si je reviens à mon dossier. Donc là, je me suis fait juste quelques pièces pour vous montrer un petit peu le point de départ là, de nos tableaux de porte et quincaillerie. Évidemment, il faut avoir les numéros de pièces qui sont bien identifiés pour avoir le sens d'ouverture, en fait, la circulation pour montrer éventuellement le sens d'ouverture de porte. Ils sont en train de faire en sorte que les nouvelles familles de portes, parce qu'on peut attribuer des propriétés à nos familles, donc éventuellement, sous peu, on va avoir des familles de portes dans lesquelles on va pouvoir déterminer le sens d'ouverture. Donc, vous savez, quand vous cliquez dessus, vous pouvez le dire, bon, elle s'ouvre vers l'intérieur, vers l'extérieur en cliquant comme ça. Mais dès que vous allez avoir choisi ça, bien, ça va déterminer tout de suite dans votre tableau de porte le sens d'ouverture, si c'est une main gauche ou une main droite, en fonction du sens de circulation. Donc, ce n'est pas encore le cas. Puis on pourrait passer un cours complet juste pour aller attribuer un paramètre comme celui-là à notre famille. Ce n'est pas le but de notre cours, évidemment. L'idée, c'est d'utiliser les familles puis de les intégrer à nos dossiers. Bien, comme je vous dis, là, de plus en plus, les familles vont être performantes, puis on va pouvoir aller très, très loin là-dedans quand on va vraiment statuer sur le BIM et tous ces éléments-là. Donc, pour l'instant, les informations qui sont à l'intérieur des familles, oui, il y en a quelques-unes qu'on peut répertorier, mais ça va aller de plus en plus loin, plus les familles vont être étoffées. OK? Donc, pour l'instant, j'ai évidemment mis mes numéros de pièces, j'ai mis mes numéros de porte. En fonction de mes pièces ou mon numéro peut être complètement aléatoire. En fait, quand on les numérote, on part toujours de l'entrée principale, puis on fait dans le sens des aiguilles d'une montre, on numérote nos pièces. OK? Donc, de cette façon-là, quand vous allez prendre le bordereau de porte, puis vous allez l'intégrer à votre dossier, ça va vous donner un tableau de porte qui va ressembler à ça. Le tableau qui était dans le gabarit comportait certaines omissions ou erreurs quand on les mettait. En fait, ça ne donnait pas les largeurs, les hauteurs, les épaisseurs des différentes portes. Donc, j'ai corrigé le tir, je suis allé changer chacune des colonnes pour aller lui attribuer le bon libellé, la bonne information à l'intérieur. Donc, quand vous allez prendre le tableau de porte qui est dans OneDrive, puis vous allez l'incorporer à votre maquette, automatiquement, il va numéroter les portes,
il va vous donner la circulation. Le type, ça va être du texte qu'on va mettre. Dans le fond, on va juste cliquer dessus et on va dire quel type on veut. Ça, c'est des zones éditables. Les largeurs vont se prendre et les hauteurs, les épaisseurs, normalement, devraient se prendre automatiquement à partir de l'information qui sont stipulées dans les familles que vous avez intégrées dans votre projet. OK? Donc, au niveau du type, on le sait, on va faire des élévations de nos portes, puis on va définir type A, B, C, D, etc. en fonction de l'élévation de notre porte. Donc, on sait que dans notre plan, on va venir mettre des bulles pour faire notre élévation de porte. On va venir. Ces bulles-là ne servent que pour les portes, donc vous pouvez les masquer, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est que dans notre arborescence, on puisse avoir accès à cette vue-là. OK? Donc, si je prends l'exemple de ma porte A, mon élévation, j'ai recadré ma vue pour juste voir ma porte, bien, je vais pouvoir aller mettre du texte dessus, mettre des codes dessus, choisir mon échelle, puis prendre cette vue-là, puis l'intégrer à ma page de tableau de porte. Évidemment, il y a plusieurs qui m'ont posé la question, hey, les poignées, là, c'est-tu des familles qu'on insère? Dans le cadre de ce qu'on a de besoin pour l'instant, c'est vraiment que des lignes de détail. Donc, j'ai venu dessiner tout simplement ma poignée, c'est deux beaux petits rectangles que j'ai dessinés, puis je suis venu mettre ma cote pour le positionner. Évidemment, quand je fais des lignes de détail, bien, on va voir que ce qui est en arrière-plan, bien, les lignes passent à travers. Vous savez que vous pouvez faire des zones de masquage, vous pouvez mettre des lignes invisibles. Donc, dans vos élévations, vous pouvez évidemment masquer tout ce que vous ne voulez pas voir. Puis, s'il y a des lignes comme ça qui apparaissent à travers, bien, vous pouvez faire une zone de masquage. Puis, tout simplement, à l'aide de mon beau petit rectangle, je vais faire une zone pour masquer tout ce qui se passe en arrière de ma petite poignée. Donc, ça me permet de masquer les lignes en arrière-plan. Parfois, ça arrive quand vous faites vos élévations qu'il y a des lignes qui sont un peu bizarroïdes, comme ça ici. Bien, en fait, on sait qu'on peut rendre des lignes ou des traits invisibles. Donc, je peux aller choisir mon type de ligne invisible. Puis, je vais aller sélectionner ma ligne. Enter, je la rends invisible. Donc, s'il y a des erreurs dans l'élévation comme telle, je peux corriger le tir puis masquer certains éléments que je ne veux pas voir. Je peux rajouter des lignes de détail pour montrer le sens d'ouverture ou la position de mes charnières. Donc, je peux rajouter des lignes pointillées. Puis, au final, je pourrais rajouter aussi une ligne de détail. Je vais fermer ça. Et au final, de rajouter une ligne de sol un petit peu plus épaisse. Donc, je viens d'en noter, puis je rajoute une ligne de détail, ligne épaisse. Puis là, je vais venir tracer tout simplement une ligne au sol que je peux ajuster la longueur que je veux. Juste pour représenter ma ligne de sol. Là, vous allez me dire, ouais, mais elle est tout aussi mince que les autres. Oui. Mais si on l'imprime, puis on clique sur notre onglet ligne fine, bien, on va voir que notre ligne est plus épaisse que les autres. Donc, je peux voir mes types de lignes apparaître à l'écran en sélectionnant ligne fine ici. Donc, je peux en tout temps activer, désactiver cet onglet-là pour voir le résultat avant même de l'imprimer ou quoi que ce soit. Donc, je peux ajuster mes élévations. Évidemment, j'ai recadré la chose puisque quand je fais une élévation, ça représente tout le mur. Hein. J'ai juste simplement rapetisser mon cadre pour avoir seulement que la porte en élévation. Si j'avais du mobilier, je l'ai masqué. Donc, je peux en tout temps dans mes vues de présentation masquer et afficher seulement que les éléments que je veux avoir. Et évidemment, ma vue de cadre, je l'enlève. Donc, ma vue est prête à être insérée sur ma mise en page. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Au niveau du bordereau, évidemment, le reste des informations peuvent être
entrer de façon manuelle. Vous savez que les composantes de porte, si je change le type dans les propriétés, je peux entrer les informations à l'intérieur de ma porte même ou à l'aide du tableau. Donc, les informations, là, vous avez deux endroits pour rentrer les infos. À partir du tableau, à mon sens, c'est plus simple. Je viens tout simplement cliquer dans mes zones et définir quel type de porte, quel élément j'ai. L'épaisseur de porte, faites attention. Dans le cas où j'ai une porte en verre, il va y avoir deux épaisseurs. En fait, mon verre peut être, le verre fait un demi-pouce d'épaisseur, mais n'oubliez pas qu'on a un cadre dans le bas de notre porte et le haut, et c'est ça l'épaisseur de la porte, en fait. Okay? Donc, on va venir indiquer l'épaisseur totale du cadre. Okay? Donc, si vous regardez dans le PDF, je pense qu'ils ont marqué un demi-pouce, puis ils n'avaient pas modifié dans ces années-là, ça fait quand même quelques années, ils n'avaient pas modifié le tableau des portes. Il y avait beaucoup, beaucoup de zones qui n'étaient pas éditables où on ne pouvait pas rentrer l'info. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis du texte par-dessus. Hein? Donc, moyen de régler le tir si jamais il y a un tableau, puis vous avez il y a une place qu'on ne peut pas rien écrire, soit parce qu'on n'est pas capable de modifier la famille ou modifier le tableau, bien le moyen ultime d'entrer l'information, c'est d'aller faire du texte directement sur le tableau. Okay? Donc, j'ouvre la parenthèse là, sur qu'est-ce qui compte au final, c'est d'avoir l'info. Ben, si jamais il y a une zone de texte que vous n'êtes pas capable d'entrer des valeurs dedans, ben, dites-vous que vous pouvez écrire du texte sur votre mise en page, puis au final, c'est l'information qui prime. OK? Donc, ça pourrait être un moyen de contourner toutes les problématiques qu'on pourrait avoir avec les familles. L'important, c'est que vous remettez un projet puis vous avez su mettre l'information au bon endroit. OK? Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse pour dire qu'on peut contourner tous les problèmes en inscrivant du texte. Sinon, dans chacune de mes cases, ben, je peux aller écrire, évidemment, le type de matériau que j'ai pour ma porte. J'ai de l'acier et du verre, donc c'est une porte qui est double matériau, en fait. Je peux écrire les deux si je veux. Puis évidemment, une fois que je vais entrer une valeur, ben, je vais y avoir accès. Donc, plus je vais en entrer de valeur, plus je vais en avoir dans mon tableau. Donc, je peux aller sélectionner celui que je veux éventuellement. Donc, si je mets plusieurs matériaux là-dedans, c'est moi qui les inscris, bien, ils vont être disponibles d'une case à l'autre. Les finis, même principe. Donc, vert clair, vert givré, j'ai un fini de peinture, peu importe, je peux inscrire le fini. Et toujours dans la section porte, là, donc c'est pour ce qui définit notre porte. Au niveau du cadre, c'est vraiment le cadre, c'est le boîtier qu'on insère dans le mur. Hein, c'est ça qu'on appelle le cadre. Donc, on peut avoir des cadres en acier, on peut avoir des cadres en aluminium. Et pour avoir des portes qui n'ont pas de cadre du tout, j'ai une porte sur rail en surface, je n'ai pas de cadre. Donc, la section ici pourrait avoir juste un petit tiret, un trait d'union pour dire qu'il n'y en a pas dans cette section-là. Au niveau des matériaux, même principe que pour la porte, je peux avoir des cadres en acier, des cadres en aluminium. Je peux avoir des cadres en bois, dépendamment du type de construction que je suis en train de faire. Puis au niveau des finis, même principe. Donc, je vais inscrire s'il est peint, s'il est anodisé, donc, j'inscris le fini que j'ai besoin. Au niveau de l'épaisseur, c'est l'épaisseur du mur qu'on doit inscrire. C'est en fait, si ma porte numéro 101 est dans un mur de 6 pouces et 1 8, bien, je vais inscrire la valeur de l'épaisseur du mur que j'ai besoin. Qu'est-ce que ça a comme importance ou information? C'est que le cadre, dépendant de l'épaisseur de mon mur, évidemment, il est plus large pour englober notre mur. Donc, il doit être fait en conséquence. Donc, si j'arrive sur un chantier puis j'ai deux portes identiques, avec un boîtier, un 6 pouces et un 8, l'autre 4 pouces 7 8. Si je regarde mon tableau, bien, je vais savoir où la positionner, où aller l'installer. Okay? Donc, ça a cette fonctionnalité-là. Puis, en plus, bien, ça donne effectivement la largeur du cadre proprement dit. Donc, le cadre est fait en fonction de l'épaisseur du mur.
Fonction de poignée, donc si j'ai des poignées passage, poignée intimité, peu importe, je peux inscrire la fonction. Modèle de poignée. Donc, ça aussi, c'est des informations, c'est des zones éditables que je peux écrire ce que je veux à l'intérieur. Dès que j'en écris une, ben, elle va être disponible pour toutes les autres. Fini, même chose. Quincaillerie, ben, à l'aide du tableau de quincaillerie, vous avez le groupe A, B, C, D, etc. Vous inscrivez celui qui est en lien avec la porte ou l'ouverture que je suis en train de détailler. Est-ce que ça va pour le tableau de porte et quincaillerie? Oui. Tout le monde? Oui. Donc, toutes ces zones-là sont éditables, donc il n'y a pas lieu d'aller écrire du texte par-dessus vos mises en page. Je me suis assuré que vous puissiez entrer les valeurs à l'intérieur sans problème. Donc, ce tableau-là, à garder précieusement, il fonctionne super bien. Puis, qu'est-ce que j'avais à rajouter là-dessus? Bon, évidemment, on va assurez-vous que c'est bien PEDEX 2 bordereau des portes, puis vous pourrez le renommer là, une fois que vous allez l'avoir inséré, parce que j'ai vu dans l'autre groupe, ils ont juste pris le bordereau de porte qui était inclus dans le gabarit, puis là, ils disaient hey, mes hauteurs ne marchent pas. Assurez-vous d'avoir le bon bordereau pour que ça fonctionne. Donc, pour ça, ça me va. Prochaine étape, les étiquettes. Donc, je vais aller chercher des mots étiquettes. Tiens. Prochaine chose aussi, prochain truc là, que j'ai sûrement mentionné dans vos capsules de façon individuelle, là, quand vous sauvegardez vos documents, prenez l'habitude, si vous voulez avoir accès à l'info rapidement. Moi, dans mon arborescence, là, je ne l'ai pas fait juste pour vous montrer, mais si je ferme dans mon arborescence tous les onglets, puis j'enregistre mon document, ben, quand je vais l'ouvrir, mon arborescence va être affichée comme ça. Donc, je vois tout de suite les mises en page. Donc, pour les vérificateurs, pour le correcteur et même pour vous à l'avenir, ben, vous avez accès directement à vos mises en page. Évidemment, dans un projet qui est en cours de production, ce n'est pas dramatique de laisser l'arborescence ouverte à l'endroit où vous êtes en train de travailler. Je n'ai aucun problème là. Mais quand vous allez remettre votre phase finale, là, gardez en tête que le correcteur, là, j'ai 70 dessins à vérifier. Il faut que je ferme tous les onglets pour avoir accès aux mises en page, puisque c'est ça qu'on veut vérifier au final. Donc, ça peut être bon pour vous aussi. Quand vous fermez votre fichier et vous dites hey, je veux savoir où je suis rendu dans mes mises en page, bien, mon arborescence, si je ferme tous les onglets, surtout l'onglet famille où j'en ai 172 000, bien, la liste défile très, très loin. Puis si je veux avoir accès aux feuilles de présentation, bien, il faut que je déroule longtemps mon arborescence pour y avoir accès. Donc, si je les ferme toutes, j'ai accès en un clic. Est-ce que ça vous va? Oui. OK. Donc, pour les étiquettes, OK, on le sait que dans nos étiquettes, là, on a des étiquettes qui sont liées aux familles, puis on va avoir des arborescences qui sont des nomenclatures plutôt qui sont liées à ces étiquettes-là. OK? Donc, je commence par ce type-là, ce principe-là, premièrement. Donc, si je veux mettre une étiquette sur mes appareils sanitaires, donc, moi, le principe, je vais dans Annoter. Je vais tout de suite aller dans la section étiquettes, puis je vais lui dire, mets les étiquettes sur tous mes appareils sanitaires. Donc, si je fais appliquer, il va me mettre des petits onglets sur chacun de mes appareils sanitaires à condition que mon appareil sanitaire comporte la bonne catégorie. Là, si vous remarquez, il n'y en a pas mis sur ma douche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette famille-là n'a pas la bonne catégorie. Puis ça ouvre la parenthèse sur, vous faites des in-situ, vous mettez des étiquettes sur vos mobiliers, puis vous dites, hey, c'est pas le bon étiquette, il ne va pas dans la bonne nomenclature. Bien, à ce moment-là, c'est à nous de déterminer c'est quoi je veux. Donc, moi, ce truc-là, ça fait partie de mon
tableau de sanitaire, ben, je vais cliquer dessus, puis je vais lui dire, OK, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont mis dans la famille. Donc, si je clique sur Modifier famille, puis je vais voir dans les propriétés, vous avez un onglet qui détermine la catégorie de la famille. Donc, si je clique là-dessus, on voit que cette famille-là a été faite dans Modèle générique. Donc, ça veut dire que si j'avais une nomenclature à faire, ben, il faudrait que j'ai une étiquette pour les modèles génériques pour pouvoir avoir accès à l'information qui est à l'intérieur. Moi, je veux que ça fasse partie de ma nomenclature sanitaire. Ben, ce que je vais faire, je vais aller chercher la catégorie que je veux avoir. Je vais faire OK. Puis, je vais le charger dans mon projet. Je vais remplacer la version existante. Et maintenant, si je lui dis, OK, mets-moi les étiquettes sur tous mes sanitaires, il va me mettre mon étiquette dessus. Là, si vous dites pourquoi il a mis un P2 dedans, c'est que dans le projet, dans la famille, on avait mis la marque de type, on l'avait déjà appelée P2. OK? Donc, c'est pour ça que parfois, quand vous allez mettre des étiquettes, il y a déjà des numéros. Ça veut dire que dans le tableau des propriétés, il y avait déjà une marque de type, puis elle s'appelait déjà P2. OK? Donc, je peux le changer en tout temps. Donc, je peux aller le renommer puis dire, OK, ça, c'est mon plomberie 1, tiens. OK? Donc, chacune de mes familles ou chacune de mes composantes, si je veux qu'elle se retrouve dans le bon tableau, ben, il faut que je m'assure que sa catégorie corresponde au tableau que je veux avoir au final. Oui? Non? Peut-être? Oui. OK. C'est le même principe pour votre mobilier. OK? Vous êtes en train de faire un in-situ. Si ça, j'ai fait, moi, j'aimerais ça avoir une catégorie qui soit différente de mon mobilier système. On sait que toute la section mobilier là, englobe vraiment pratiquement tous les éléments de mon mobilier système, les chaises et autres. Si je veux déterminer que cet élément-là est distinct, je ne veux pas l'avoir dans mon tableau de mobilier, plusieurs d'entre vous, vous avez bien fait la job, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, moi, je vais l'appeler M12, par exemple, puis tout ce qu'il y a avant M12, ça va être du mobilier système, puis ce qu'il y a après M12, M13, M14, ça va être du mobilier sur mesure. C'est une façon de faire qui nous permet d'avoir deux tableaux, donc de séparer les informations. Si on veut aller un petit peu plus loin, bien, ça serait de dire, OK, cette in situ-là, si je fais modifier, comme j'ai fait ma famille tantôt, je vais aller voir sa catégorie. Fait partie de la catégorie mobilier, donc il va être inclus dans le même tableau que j'ai fait tout mon mobilier système et autres. Bien, si je lui disais, je vais lui donner comme catégorie meubles de rangement. Donc, meubles de rangement, c'est une catégorie de mobilier qui est complètement différente. Ce qui va faire en sorte que là, maintenant, j'ai une distinction entre ce mobilier-là et le reste. Là, vous allez me dire, ouais, mais si je mets une étiquette là-dessus, ça me prend une étiquette de mobilier de rangement. Oui. La preuve, si je fais annoter, puis je viens chercher l'étiquette, puis je m'en viens vis-à-vis ça, il me dit que je n'ai pas d'étiquette comme telle. Donc, quand je clique dessus, aucune étiquette n'est chargée pour les meubles de rangement. Voulez-vous en charger une maintenant? Je vais faire oui, puis je vais aller la chercher dans les familles que je vais télécharger. Je vous ai mis dans OneDrive toutes les familles du projet et même les familles d'étiquettes. Moi, je veux juste voir si dans l'interface présente, j'ai cette étiquette-là. Sinon, j'irai chercher dans mon projet. Mais dans OneDrive, là, je vous ai mis une section étiquettes. Vous les avez toutes là-dedans. Donc, si vous la téléchargez, vous allez pouvoir l'intégrer à votre projet sans problème. OK? Je vais voir. Ici, je ne l'ai pas. Je vais aller dans mon archive. D'après moi, je m'en ai fait une copie.
étiquette, meuble de rangement, mobilier de rangement. Ça veut dire que maintenant, si je mets une étiquette, j'ai une étiquette pour mon mobilier de rangement. Ça veut dire que maintenant, si je fais une nomenclature, ben, je vais pouvoir faire une nomenclature pour le mobilier de rangement avec les informations que je veux avoir et je vais pouvoir faire un tableau distinct du reste de mes mobiliers. L'avantage d'utiliser ça, c'est que l'appellation de ce mobilier-là, je pourrais mettre MSM pour mobilier sur mesure 1, puis je vais pouvoir faire un tableau spécifique pour mon mobilier de rangement. OK? Donc, moi, je préfère faire ces catégories-là, ce qui me permet de dissocier et de faire une nomenclature pour chaque catégorie, de sorte que quand je viens pour faire mes mises en page, je le sais que moi, dans mon plan d'aménagement, j'ai un tableau pour mon mobilier système, j'ai un tableau pour mes sanitaires, j'ai un tableau maintenant pour mes meubles de rangement ou mes mobiliers sur mesure. Je peux avoir un tableau pour mes équipements spécialisés. De cette façon-là, chaque catégorie est répertoriée et je peux en faire la disposition que je veux. Je le sais que dans mon plan de construction, les sanitaires sont là, le mobilier fixe est là. Ben, je peux à ce moment-là prendre les deux tableaux versus prendre un tableau qui comporte tous mes éléments de mobilier, puis j'en ai pas vraiment de besoin sur mon plan de construction. Donc, je peux prendre des tableaux qui sont distincts à ce moment-là. Donc, on y va par catégorie, donc beaucoup plus simple pour faire la gestion. Okay? Je le sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait de la numérotation, bon, de façon numérique, dire, OK, je prends ma nomenclature de mobilier autoportant, par exemple, puis là, vous allez me dire, ouais, ben ça fonctionne, j'ai juste le mobilier système là-dedans, je n'ai pas le mobilier sur mesure. Oui, à condition qu'on vienne lui dire, ben tout ce qui est plus grand que M17, donc 18, 19, 20, je ne veux pas le voir, ben il faut à ce moment-là lui attribuer un filtre. Okay? Dans mon tableau, les marques de type, je lui ai dit tout ce qui commence par M, parfait. Donc, si j'ai des éléments qui commencent par E ou peu importe, ils ne seront pas affichés. Je peux lui dire plus petit ou égal à M17, donc tout ce qui est plus petit que M17, il va être affiché. Si j'enlève ça, ben, je vais voir que j'ai toute ma liste de mobilier qui s'affiche. Donc, je peux créer des filtres si je ne veux pas me casser la tête avec les catégories. Moi, je préfère mettre des catégories, ce qui fait en sorte que j'ai des tableaux distincts sans même mettre des filtres. Je peux répertorier mes éléments. Le deuxième avantage, c'est que dans le fond, oui, vous pouvez les nommer de la façon que vous voulez, puis repartir votre numérotation dans la catégorie que vous faites votre nomenclature. Donc, en tout temps, vous pouvez créer des filtres pour dire qu'est-ce que vous voulez montrer dans votre tableau. Utilisez le mode catégorie. Puis à ce moment-là, vous ne vous cassez pas la tête. Ça va être juste la catégorie meuble de rangement qui va être affichée dans votre nomenclature. Puis le dernier point, comme j'ai mentionné tantôt, j'ai ouvert une petite parenthèse sur le fait que si jamais vous n'arrivez pas à entrer l'information dans votre tableau, vous avez tout essayé puis il n'y a rien qui fonctionne, ben on le sait qu'on peut mettre du texte sur nos mises en page, mais ça, c'est vraiment le dernier recours, là. Ça, c'est, à mon avis, on peut arriver à faire. On s'entend, hein? Si je mets du texte, c'est vraiment très, très loin du building information. C'est comme, je suis loin du BIM là, parce que là, c'est vraiment, je pourrais utiliser CAD à ce moment-là, puis je mets du texte. Là. OK? Donc, on priorise vraiment les catégories, on priorise les filtres. Sinon, du texte au final, si jamais on n'y arrive pas, mais c'est vraiment en dernier recours. OK? L'important, c'est que l'information soit là au final, mais disons qu'on peut arriver à nos fins de façon plus efficace à l'aide des catégories et des familles. Dernier point, non le moindre, vous avez, on sait que par famille, on peut catégoriser nos éléments.
le dernier point, c'est en fait d'utiliser des symboles. OK? Les symboles que vous retrouvez dans l'onglet Annoter, ça se trouve être des étiquettes qu'on appelle génériques, dans le sens où, si je prends, exemple, étiquette d'hiver, puis je viens ici mettre D1 là-dessus. OK? Qu'est-ce qui porte l'information? C'est, dans ce cas-ci, c'est le symbole. C'est-à-dire que si je prends le symbole ici, je fais modifier type, oui, je peux le dupliquer, faire D1, D3, etc. Mais c'est lui qui porte l'information, donc le modèle, le fini, la compagnie, etc. OK? Et on a fait une nomenclature qu'on appelle type symbole. Donc, ils font lien avec le symbole ici. Le problème de cette façon de faire-là, pour ce qui a trait des composantes de type mobilier et plomberie, etc., c'est que si je prends ça ici, puis je le pose ici, il s'appelle toujours D1. Mais on s'entend, ce n'est pas le même meuble du tout, ce n'est pas la même composante du tout. Donc, l'erreur commune ou l'erreur devient humaine dans le sens où c'est moi qui détermine où mon symbole va, puis l'information que j'ai mis dedans, c'est moi qui l'ai rentrée. C'est-à-dire que si j'ai déplacé mes différents symboles puis je n'ai pas porté attention, ben, je peux me retrouver avec une nomenclature qui n'est totalement pas représentative des éléments que je suis en train d'illustrer. Hein, dans ma nomenclature, si c'est écrit D1, puis c'était meuble de réception, puis là, j'arrive dans mon plan, puis ton meuble de réception est collé contre le mur, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ben, en fait, c'est là que le problème vient se poser. Puisqu'on sait que ce symbole-là, je peux le placer n'importe où dans mon plan. Et c'est lui qui comporte toute l'information que je vais avoir dans ma nomenclature. OK? Donc, à utiliser, mais à utiliser de façon très, très, très pointue, puis il faut être très vigilant sur les informations qu'on met dedans, puis l'emplacement où je vais mettre mon information. OK? Comme j'en ai vu souvent, vous faites des notes spécifiques, vous l'appelez 1, 2, 3, 4, vous mettez ça dans votre plan. Des fois, la note n'est pas bien positionnée, puis là, la coordination du plan ne tient pas, dans le sens où la note n'est pas représentative de l'élément qui est stipulé ou illustré au plan. Donc, les symboles, oui, on peut les utiliser dans le cas où j'arrive vraiment pas. Moi, j'ai une série de familles là, que je n'arrive pas à éditer, à changer de catégorie pour X raisons. C'est verrouillé, peu importe. Je vais mettre des symboles pour me débrouiller. Donc, je pourrais faire une liste de symboles, faire ma nomenclature en fonction de ça. Mais je priorise toujours l'utilisation des étiquettes. Pourquoi? Parce que c'est la famille qui porte l'information, puis elle est attribuée à ma nomenclature en bout de ligne. OK? Donc, ça veut dire que si je prends ma famille et je la déplace, ben, l'information suit. Ce qui n'est pas le cas du symbole, puisque si je déplace mon mobilier, ben le symbole ne suit pas. Il n'est pas lié à l'information, donc il n'est pas lié pas à l'étiquette, mais au symbole. Ça veut dire que je peux le placer où je veux. Okay? Donc, gardez en tête pour maximiser la coordination, pour que l'information soit vraiment très précise, ben, on utilise les étiquettes prime abord. On va changer les catégories s'il y a lieu. Puis après ça, on va pouvoir faire nos nomenclatures là, de façon précise et très, très, très spécifique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Il y a beaucoup de texte dans ce que je viens de dire. J'ai fait une capsule éclair qui comporte vraiment juste cette section-là. Évidemment, la vidéo va être disponible après le cours sans problème. Donc, à la lueur de cette information-là, quand on fait nos descriptifs, nos nomenclatures, ben, on va arriver à nos fins. Puis comme ça, on va pouvoir vraiment faire des sections
très, très pointu, spécifique, puis on va pouvoir prendre, OK, sur mon plan d'aménagement, je veux les sanitaires, ben, je vais prendre juste la nomenclature, puis je vais pouvoir la copier sur ma mise en page de façon que ce soit représentatif. Parce qu'au final, dites-vous que sur un plan, peu importe le plan que vous avez, si l'élément est illustré, ben, il faut qu'il soit décrit. Okay? Donc, il faut que l'entrepreneur soit en mesure de dire hey, c'est quoi ce rectangle-là? Il faut mettre nos étiquettes, il faut mettre nos nomenclatures pour les spécifications. Donc, c'est le but ultime de la chose. Donc, voilà ma petite capsule pour les étiquettes. Pour plafond réfléchi, est-ce que vous avez commencé à placer vos plafonds? Moi, je ne l'ai pas fait. OK. Non plus. OK. Donc, dans les plafonds réfléchis, donc, j'ai fait un exemple, là, j'ai mis des plafonds un peu partout. On se rappelle qu'en périphérie, nos plafonds, faut les placer à 11 pieds 6. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le choix. J'ai une petite bordure, là. Donc, quand je fais ma coupe sur mon mur extérieur, on a un 6 pouces. À partir de la dalle, notre mur rideau est 6 pouces plus bas. Okay? Donc, ça veut dire que si je veux faire un plafond de 11 pieds dans cette pièce-là, puis je viens le buter contre mon mur extérieur, bien, je vais avoir une bande de gyps là, qui descend dans la paroi vitrée ou plus bas que la paroi vitrée. Donc, esthétiquement, c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va déterminer une zone à la même hauteur que notre rebord. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, j'ai placé une bande de gyps à 11 pieds 6. On pourrait très bien déterminer que cette portion-là, elle est avec la structure apparente, si on voulait. Donc, on arrivait sur le bord, puis on verrait la dalle de béton. Donc, moi, ce n'était pas ça que je voulais. Je voulais que mon plafond soit en gyps, puis que le rebord de ma fenêtre, j'arrive avec le haut de mon rebord de fenêtre. Donc, j'ai fait des bandes à 11 pieds 6 partout où j'en ai besoin. Ce que j'ai fait, c'est qu'à aligner avec ma colonne extérieure, j'ai parti une bande de gyps à 11 pieds 6, puis la partie intérieure de mes pièces, celle-là, je l'ai mis à la hauteur que je voulais, donc 11 pieds ou peu importe. Okay? Donc, on s'était dit que principalement pour passer nos conduits de ventilation, on se gardait un pied. Ben, on va se garder un pied partout dans nos pièces. Donc, au minimum, on va être à 11 pieds pour la majorité de nos pièces là, en termes d'auteur pour passer notre ventilation. Donc, la façon de faire pour générer mes plafonds, bien évidemment, quand je sélectionne mes plafonds, je vais aller sélectionner des nouveaux plafonds en gyps si c'est le cas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un plafond pour toutes mes hauteurs. Vous allez me dire, pourquoi tu fais ça? Ben, c'est qu'en fait, si je prends nouveau plafond en gyps, ben, la structure du plafond, elle fait 3 pouces pour des montants métalliques, puis un gyps d'un demi. Ça veut dire que si j'ai un plafond qui est plus bas ici au centre, ben, ça va me faire des petites galettes suspendues là, en plein milieu de ma pièce, puis je vais avoir comme un trou dans mon 3D en fonction de la hauteur de mon plafond, puis la dalle. Donc, en 3D, si je regardais ça, juste pour vous montrer. Donc, maintenant, mes plafonds, j'ai un plafond à 11 pieds 6 pouces, puis il fait 6 pouces d'épaisseur, mon plafond, ce qui vient relier ma structure, si vous voulez, à ma dalle de béton. Donc, mon plafond, il fait vraiment toute l'épaisseur. Donc, si je me mets en transparence, wow, c'est trop... je vais plutôt le sélectionner. Donc, on voit ici, là, mon plafond central, il est à 11 pieds. Bien, il fait comme hauteur totale ici, là, j'ai mis à partir de ma dalle de béton jusqu'à la hauteur que j'ai besoin. Donc, mon plafond fait 1 pied d'épaisseur. C'est logique parce que un plafond qui est suspendu, c'est ni plus ni moins que des montants métalliques qui sont attachés à ma dalle qui descendent pour faire le périmètre de mon plafond suspendu.
pour pouvoir placer du gyps. On s'entend que le côté de ma retombée est en gyps, donc ça me prend un montant métallique pour pouvoir fixer ces parois-là qui sont verticales. Donc, pour chacune de mes plafonds, chacune de mes hauteurs que je voulais faire, je suis venu tout simplement me générer un plafond. Donc, j'ai modifié le type, j'ai dupliqué, puis là, je l'ai appelé plafond nouveau à 11 pieds. Dans la structure, ce que j'ai fait, on sait qu'on a un gyps d'un demi-pouce, mais la structure, je suis venu ajouter la distance pour que ça soit relié à ma dalle. Donc, dans le cas présent, ma dalle est à 12 pieds. Si mon plafond est à 11, ça me donne 1 pied ou 12 pouces pour l'épaisseur de mon plafond en gyps. J'ai une question. Oui, vas-y. Je suis pas sûr de comprendre la différence entre, mettons, ces propriétés-là puis celles qui sont dans les propriétés comme, mettons, en ce moment dans la vue, là, si on fait juste sélectionner une fois le décalage 11 pieds, puis là, qu'on va... OK, je comprends. Le décalage 11 pieds, c'est à partir du sol, la surface de gyps qui est à l'intérieur, la partie basse, là, est à quelle hauteur? Est à 11 pieds. OK? Si je prends la structure que j'ai rajoutée, ben, j'ai rajouté un pied ici pour que ça se relie à ma dalle de béton. OK? C'est-à-dire que si le décalage, je disais, OK, je vais le mettre à 10 pieds et je l'applique. Là, on voit que mon plafond est plus bas, puis j'ai un trou là. Là, je vois à l'intérieur de ma pièce. OK? Ça veut dire que si j'ai mis un plafond de gyps à 10 pieds, le décalage est à 10 pieds, ça veut dire que la surface libre en dessous, c'est 10 pieds. Comme j'ai juste donné un pied d'épaisseur à ce plafond-là, ben, il me manque un pied pour me rendre jusqu'à ma dalle. C'est-à-dire que cette structure-là, il faut qu'elle fasse 24 pouces et non pas juste 12 pouces. Oui, je comprends. Ça marche? Donc, le décalage, c'est la distance par rapport au plancher en dessous de ton plafond. Puis l'épaisseur, quand je modifie le type, c'est la structure. L'épaisseur de ce plafond-là, il fait combien finalement? Monsieur? Oui. Donc, on rajoute une autre demi, si c'est cette hauteur-là qu'on veut, on rajoute une demi dans le premier truc, dans les propriétés du plafond. Oui, en fait, si tu places un plafond à 10 pieds, ben dis-toi que la distance que tu as à parcourir de 10 pieds jusqu'à 12, c'est 24 pouces à ce moment-là. Donc, on ne rajoutera pas juste un demi-pouce, on va rajouter un pied à cette hauteur-là. Okay, donc, ça, je voulais savoir. Est-ce qu'on rajoute une demi et une demi dans l'autre ou directement un pouce dans le premier? En fait, l'idée là-dedans, c'est de se faire des plafonds à toutes les hauteurs que tu as besoin. Quand je dis un plafond à 10 pieds, c'est la structure. Si on le regarde, j'ai mis une structure de 2 pieds. Donc, je prends 10 pieds plus 2, ça me donne 12. Si je prends un plafond à 11 pieds 6, ben, j'ai 6 pouces. Donc, 6 pouces plus 11 pieds 6, ça me donne 12. Il faut toujours que mon résultat final me donne 12 pieds quand j'additionne les deux. Donc, à 11 pieds, j'ai rajouté un pied, ce qui fait 12 au total. Okay? Donc, pour chacune des hauteurs que j'ai faites, je suis venu changer ma structure pour combler le vide entre ce que j'ai en dessous jusqu'à ma dalle. Est-ce que ça va? Est-ce que dans la structure, parce qu'il y a deux trucs OK, ouais, ça. Est-ce qu'on modifie juste la catégorie, la deuxième ligne? Toujours, on modifie toujours la structure. Donc, la deuxième catégorie, c'est cette épaisseur-là qu'on change. La finition, là, c'est ton épaisseur de gyps. Donc, le gyps, lui, il reste toujours, à moins que tu me dises que tu veux du gyps 5,8, là, mais cette valeur-là reste toujours la même. C'est vraiment ici qu'on vient changer la dimension pour obtenir mon total. OK, merci. Ça va? Excellent. Donc, l'idée là-dedans, c'est de venir placer nos différents plafonds de gyps. Puis, ce que je veux porter à votre attention, c'est que là, vous avez des murs et pour l'instant, tous vos murs sont dalle à dalle. OK? Qu'est-ce qui détermine que j'ai un mur dalle à dalle ou un mur qui est en dessous de mes plafonds? Bien, en fait, c'est l'ITS. Donc, si j'ai un mur qui est acoustique à outrance, il est nécessairement dalle à dalle.
Par contre, si j'ai un mur qui comporte aucun ITS, j'ai un mur standard en gypse, ben, ça ne donne rien de le mettre dans la dalle, sauf si il sert de support pour mes plafonds. Okay? Si j'ai un périmètre de pièces, puis j'ai donc les conditions pour qu'il soit dans la dalle, donc j'ai un ITS élevé, ou il supporte mon plafond. Okay? Donc, je fais un exemple. J'ai un plafond en tuile acoustique d'un côté, j'ai un plafond de gypse de l'autre côté. Nécessairement, ce mur-là sert de support pour mes deux types de plafonds. Puisque j'ai deux types de plafonds différents, le mur, c'est lui qui supporte la périphérie de mon plafond. Okay? Donc, ça veut dire que ce mur-là, il est nécessairement dans la dalle. Si je regarde à l'intérieur de ma pièce ici, j'ai du plafond en tuile acoustique. Puis là, je ne sais pas si vous voyez graphiquement, là, on voit le mur, mais on voit nos tuiles acoustiques passer par-dessus. Ça vient d'où? Bien, ça vient du fait que ce mur-là, il n'est pas acoustique. Ce mur-là n'est pas acoustique. Donc, ça veut dire que mes cloisons, je peux les arrêter en dessous de mon plafond. OK? Ça veut dire que qu'est-ce qui va supporter mon plafond suspendu? Bien, c'est mes murs en périphérie ici. Eux autres, ils sont dalle à dalle. Mais ce mur-là, je peux l'arrêter en dessous sans problème, puisque de toute façon, je n'ai pas besoin d'acoustique. Donc, la façon graphique de représenter ça, bien évidemment, si j'ai ces conditions-là, quand je sélectionne mon mur, je vais lui dire qu'il s'arrête en dessous de mon plafond. Donc, il n'est pas dalle, je l'ai arrêté à 11 pieds. OK? Donc, lui aussi, je l'ai arrêté à 11 pieds versus 12. Puis, ce que je vais faire, je vais les sélectionner. Puis, dans mon onglet « Remplacer l'élément graphique », je vais aller par élément, puis je vais lui dire que je veux qu'il soit transparent. Donc, ça fait en sorte que je peux définir mes lignes de plafond suspendu qui passent par-dessus. Parce que si je ne mets pas de transparence, le logiciel traite ça comme un élément opaque, puis va graphiquement éliminer mes lignes de plafond, même si je sais très bien, quand je le sélectionne, que j'ai un seul et même plafond, il passe au travers. Okay? Donc, dans les conditions où j'ai des murs, et c'est moi qui détermine qui sont dalle à dalle ou pas, c'est moi qui va déterminer le périmètre de mon plafond, puis à ce moment-là, je sélectionne les éléments et je remplace graphiquement et je lui dis, OK, cet élément-là ou ces éléments-là, je les rends transparents. Donc, graphiquement, l'entrepreneur, quand il voit votre plan, il dit, OK, parfait. Juste en regardant le plan, il sait que ce mur-là n'est pas dalle à dalle versus lui. On voit qu'il coupe tous les types de plafonds. Et à l'aide de nos hauteurs de plafond, bien, il va être en mesure de déterminer effectivement la hauteur de ces cloisons. Il va être capable de dire s'il y a un ITS particulier à l'aide de notre plan de construction, mais à l'aide de ce plan-là, il va être capable de voir que si j'installe la structure de mon plafond suspendu, bien, il va être fixé au mur en périphérie. Je vais installer mes traverses ou mes treillis de plafond suspendu par-dessus, si on veut, nos cloisons qui ne sont pas dalle à dalle. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? Donc, l'idée là-dedans, là, c'est quand je détermine, et c'est pour ça que je vous disais, au départ, quand on fait notre maquette, on a tout mis nos murs dalle à dalle, mais c'est possible qu'en cours de route, il y ait des murs qui ne le soient pas. Et les critères, c'est ça. C'est si j'ai le mur, il soutient mon plafond en gypse ou mon plafond en tuile acoustique, il est nécessairement dalle à dalle. S'il est de valeur ITS élevée, il est nécessairement dalle à dalle. Pourquoi? Parce que si d'une pièce à l'autre, ma tuile acoustique, elle fait à peu près 42 d'ITS, ben, si j'ai un mur qui fait 50-52 d'ITS, ben, l'élément le plus faible de mon
de ma composition, c'est lui qui va transmettre le son. Donc, le son va passer à travers le plafond. OK? Donc, c'est pour ça que dans le cas où j'ai un ITS élevé, je vais faire un mur dalle à dalle pour pouvoir isoler, en fait, acoustiquement, ces espaces-là. OK? Donc, ça, c'est un peu plus technique, là. Vous n'avez peut-être pas vu ça dans vos cours dans vos cours d'éléments d'architecture. Moi, je trouvais important de vous mentionner ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va déterminer, quand je vais faire mes coupes de murs, ben, c'est ça qui va déterminer si mon mur est dalle à dalle ou pas. Donc, je trouvais ça important quand on va faire nos coupes, ben, que ça soit représenté, ça soit représentatif avec les conditions de mon plan. Est-ce que ça vous va? Ouais. Moi, j'aurais des questions. Oui, vas-y. Moi aussi, j'en ai une autre. Oui. Ben, Marie, là, first. Marie? Marie, une fois, Marie. Mon Dieu, je parle sur mute depuis tantôt. OK. Oui, dans ce cas-ci, c'est une salle de bain et une toilette. Oui. Fait que je me demandais, à ce niveau-là, au niveau du plafond, la tuyauterie, est-ce qu'il se passe de quoi si elle s'en va jusqu'à l'étage au-dessus? Je veux dire, Ben, les en fait, connexions entre les deux pièces au niveau de la trame de plafond, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? En fait, la plomberie d'un étage à l'autre, on s'entend que c'est par rapport au vide technique que la tuyauterie se passe. OK? On va passer dans l'entreplafond horizontalement avec les pentes requises par le code de plomberie, évidemment, mais d'un étage à l'autre, c'est dans les vides techniques que la plomberie habituellement va passer. OK? Sinon, ils vont prévoir des zones vraiment d'un étage à l'autre là, puis ces cages-là, il faut qu'elles soient protégées contre l'incendie, évidemment, parce que sinon, les- le feu se propage d'un étage à l'autre. Ceci étant dit, si j'ai de la plomberie ici, ben, elle va passer au-dessus de mon plafond suspendu, puis elle va aller se relier à ma colonne des vents, ma colonne d'alimentation en eau, d'un étage à l'autre, donc par les vides techniques ou par les zones appropriées. OK? Dans certains édifices, les conduites passent dans les murs, il y a un percement à la dalle. Ça dépend de chacune des conditions de chantier qu'on a. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai de la plomberie, elle va passer dans le plafond suspendu, donc elle est suspendue à la dalle à l'intérieur du vide créé par mon plafond suspendu. Mais genre, l'espace qui est au-dessus de la cloison, j'imagine que c'est quoi, ils vont percer comme certains carreaux pour faire passer les tuyaux Oui, ou ils c'est vont. sûr, c'est sûr. Ici, au niveau C'est de. ça. Ils vont percer effectivement, ils vont percer la tuile acoustique, puis ils vont OK. passer le tuyau à l'intérieur, effectivement. OK. Oui, Même chose pour l'électricité. absolument. OK, parfait. Merci. Mieux. Autre question? Insulte ou commentaire? Oui, oui, excusez, là, on fait juste aussi, on monte la plage de vue, là. Oui, en fait, la plage de vue initiale dans vos gabarits, elle est, je crois, à 7 pieds 6. Donc, on peut la monter selon les besoins. Moi, je l'ai mis à 8 pieds, puis j'ai éteint les portes. Donc, j'ai masqué les portes dans ma vue pour les besoins de la cause. Mais c'est 8 pieds, mais après ça, il faut sélectionner en dessous combien on voit. Là, je ne l'ai pas essayé, là, si je pose la Non, dans question. la vue de plafond, on fait juste changer le niveau. Si, exemple, je la mettais beaucoup plus basse, puis ça peut être pratique pour vous dans certains cas, si je le mets à 2 pieds, par exemple, temporairement, on s'entend? Je vais voir mon mobilier. Donc, si vous voulez positionner vos appareils d'éclairage en fonction de votre mobilier, ben, vous pouvez l'afficher en changeant votre plage de vue. OK? Une fois qu'on a terminé de positionner nos appareils, bien évidemment, on va remonter notre plage de vue pour faire notre vue de plafond réfléchie. Oui? Non? Peut-être? Ouais. OK. Une question. Oui, vas-y. Est-ce que c'est possible aussi de les avoir en très, très fin si on veut voir le mobilier? Si jamais on veut voir le mobilier, mais on veut juste le voir
entre et fin pour Je veux dire, savoir pourquoi est-ce qu'on a mis les appareils d'éclairage là et pas là. je ne sais pas si vous avez vu ça quelque part, mais dans les plans de plafond réfléchis, euh, On fait on jamais est, ça. on les indique pas, on les indique jamais, à moins d'une condition nommant une, là, mais Je Ben, pense dis- que c'est ouais, pour le cours simplement. d'archi, ils veulent juste, Ouais. vu qu'ils n'ont pas vu l'aménagement, ils veulent juste voir l'aménagement, là, mais OK. Ok, Ben, ben, c'est correct. Ça se fait pas, ben mais oui, ça se fait. C'est ah, sûr que ça se fait. C'est-à-dire que je vais changer ma plage de vue, je vais la représenter beaucoup plus basse. Puis dans mon tableau VV, comme on a fait initialement, ben, je vais aller dans mobilier, puis le mobilier, je vais le mettre en pointillé. ok. Ouais, Oui, c'est vrai. OK. Mais si je fais un plan technique, bon, c'est parce que c'est une demande pour voir, en fait, pour comprendre pourquoi vous avez mis vos appareils là. Je peux le comprendre. Mais pour l'entrepreneur, là, ça ne sert absolument à rien de mettre en pointillé vos mobiliers. OK? Donc, pour un plan technique, pour phase finale, là, c'est sûr qu'on n'indiquera pas notre mobilier. Si je vois mon mobilier, c'est parce qu'il va jusqu'au plafond. OK? Puis ça, c'est une autre condition, dans le sens où, là, moi, si j'ai un meuble qui fait 12 pieds de haut, ben oui, je vais le voir et puis il va apparaître de toute façon parce que ma plage de vue, je l'ai placée à 8 pieds. Ben, si mon meuble est plus haut que ça, il va apparaître. Est-ce que ça va? Oui? Non? Peut-être? Oui. OK. Donc, évidemment, même dans les sections où j'ai des plafonds en tuiles acoustiques, je peux avoir une partie qui est en gyps pour faire le lien entre mon rebord de fenêtre puis ma retombée de plafond. OK? Donc, ça veut dire que ici, là, si je faisais une coupe, ben, j'ai un plafond à 11 pieds 6, ça monte de 6 pouces, puis j'ai mon départ de tuile acoustique qui commence. OK? Donc, l'important, c'est de donner les bonnes hauteurs dans vos structures pour pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que quand je mets des plafonds en gyps ou en tuile acoustique, ben, je vais donner les épaisseurs requises. On s'entend que mon plafond en tuile acoustique il est plus bas ici. OK? Donc, ça va être à moi de déterminer si je fais une coupe là-dessus pour faire un détail architectural. Bien, la portion qui est verticale entre le 11 pieds et le 11 pieds 6, le 6 pouces, là, je le fais en quoi? Est-ce que je le fais en tuile acoustique? Est-ce que je le fais en gyps? Les deux conditions sont possibles. OK? Donc, c'est à moi de déterminer quand je vais faire ma coupe, dire OK, mais il faut que je puisse définir et relier mes plafonds entre eux puis dire qu'est-ce qui se passe quand j'ai un changement de niveau. OK? Donc, on pourra déterminer où on fait nos coupes parce que je veux qu'on aille jusque-là dans notre séquence de plans. Je veux qu'on place certaines coupes pour montrer comment sont reliés nos différents plafonds avec nos différentes cloisons. Puis, entre deux plafonds aussi, j'aimerais ça qu'on puisse faire une coupe. Donc, on va pouvoir générer des coupes à même le logiciel, puis rajouter des zones de détail pour rajouter du gyps, rajouter des fils de suspension, rajouter des montants métalliques, etc. Donc, la base de la coupe va être déjà faite, puis ça va être à nous de rajouter quelques éléments, puis des descriptions. Donc, voilà. Pour la partie air ouverte, moi, ce que j'ai fait, je lui ai dit, OK, moi, je veux mon plafond, je vois la dalle partout, sauf certaines sections que j'ai mis des plafonds en gyps, là, dans le cas présent arrondi. Je me suis juste fié à son plan de fini où on avait des zones en tapis avec des couleurs différentes. Ben, je me suis servi de ces zones-là, puis j'ai fait les cercles tout simplement, puis je les ai répétés au plafond pour faire des suspensions. OK? Donc, si on regarde le 3D de cette zone-là, c'est celle-là? Non. Est-ce que j'ai fait une perspective dans cette zone-là? C'est une bonne question. Non. On va en faire une. Donc, en tout temps, je peux aller me placer une caméra. Puis je vais faire une vue, tiens, en diagonale, ici. Bien important, la hauteur de vos yeux.
Puis là, on voit j'ai même mis de différentes hauteurs juste pour jouer avec les niveaux, là. Mais c'est des plafonds suspendus en gyps. Et c'est pour ça que je donne toujours la hauteur de la structure pour qu'il fasse vraiment le périmètre de mon plafond, là, de ma suspension. On peut les faire arrondis. On pourrait même intégrer le logo de Microsoft si on voulait faire des jeux de plafond suspendu, là. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas qu'on passe 3 semaines là-dessus. Là. C'était juste pour avoir un plan, avoir une idée comment on compose nos plans. Donc, pour chacune des pièces, j'ai déterminé les différents types de plafonds, les différentes hauteurs. Quand il vient le temps de mettre les étiquettes, c'est très simple à faire. Donc, quand je fais annoter, puis je dis tout étiqueté, je vais lui dire, donne-moi les étiquettes de plafond. Et je vais appliquer. Ils sont déjà faits. Donc, il va venir appliquer et mettre les différents symboles. L'avantage de ces étiquettes-là, encore une fois, hein, la différence entre étiquette et symbole, là, on sait que dans notre plan de l'existant, je pouvais mettre une hauteur de plafond. C'est un symbole puisqu'il n'y a pas de plafond dessiné. Ici, il y a un plafond qui est dessiné. Ça veut dire que si je viens changer la hauteur ici, la hauteur du plafond vient de changer aussi. Okay? Donc, l'étiquette est liée à l'objet proprement dit. Donc, si jamais j'ai fait une erreur dans mes hauteurs de plafond, bien, je peux toujours aller les modifier en changeant la hauteur dans mon étiquette. Donc, très efficace. Ça va changer mes hauteurs automatiquement dans mon plafond, puisque l'étiquette est liée à la catégorie ou à la famille proprement dit. Pour ce qui a trait les appareils d'éclairage, les symboles, etc., que vous insérez là-dedans, bien, en fait, dans OneDrive, je vous ai mis les différentes, je vais fermer ça, les différentes familles. Donc, vous avez, est-ce que je l'ai ouvert juste pour, dans PDX 2, dans OneDrive, là, vous avez les familles Revit. Vous avez une section pour les appareils d'éclairage. Donc, plusieurs compagnies ont Eureka, vous avez des encastrés, des rails, des appliques murales. Vous avez tous les types d'éclairage possibles. Si je descends dans ma liste, donc vous avez des luminaires d'urgence, les panneaux de sortie. Donc, tout ce qu'on a besoin pour faire un plafond réfléchi, là, c'est des familles qu'on peut insérer puis venir les positionner sur notre plan. Donc, c'est vraiment à télécharger puis à insérer dans notre maquette. Questions, insultes ou autres?